regardez le grand journal sur For You Télévision. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition d'information, Tchad, tentative de déstabilisation. Le gouvernement met aux arrêts 11 officiers de l'armée. Dans un communiqué signé du ministre tchadien du Commerce, le gouvernement a annoncé qu'une tentative de coup d'État sur son territoire a été déjouée, mais aussi que plusieurs officiers ont été mis aux arrêts, soupçonnés d'y avoir pris part. Le commanditaire, selon l'État tchadien, Baradine Berdei Targuio, président de l'Organisation tchadienne des droits humains, au TDH en abrégé. L'armée serait-elle en train de vaciller? Réponse dans ce journal. Toujours en une de cette édition d'information, nous sommes au Sénégal. Le Yehui Askanui d'Ousmane Sonko interdit de manifester. La coalition de l'opposition portée par Ousmane Sonko entendait dénoncer une mauvaise gestion des fonds Covid-19 et des scandales de détournement de deniers publics, mais s'est frotté au refus catégorique du gouvernement en place. On en parle bien sûr dans quelques minutes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes internet, For You Media Africa, Facebook et YouTube. Nous écoutez sur la 96.3 FM, For You Radio. On démarre avec l'actualité en Afrique centrale. Nous parlons du Tchad et de cette tentative de déstabilisation selon le gouvernement. Dans un communiqué, le ministre chargé de la communication a annoncé une tentative de coup d'État déjouée, en annonçant également l'arrestation de 11 officiers ainsi que le nom d'un commanditaire. On revient sur cette actualité dans ce reportage signé Ngeni. Après une année 2022 mouvementée marquée par la tenue du Grand Dialogue National Inclusif ainsi que des manifestations du 20 octobre 2022 réprimées dans la violence, la République du Tchad démarre 2023 sur une nouvelle note moins reluisante. Cette tentative de déstabilisation déjouée avait pour objectif, selon le porte-parole du gouvernement Aziz Mohamed Saleh, de porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République. Les conspirateurs de ce groupe restreint, composé de 11 officiers de l'armée, avaient à sa tête le président de l'Organisation tchadienne des droits humains Baradine Berdei Targuio, précise en outre le communiqué. Sans toutefois préciser la date de la tenue de la tentative de déstabilisation en question, le gouvernement dans ce communiqué indique que les services de sécurité ont procédé le 8 décembre 2022 à l'interpellation des concernés, tous ayant été mis à la disposition de la police judiciaire et auditionnés. Aussi, le gouvernement dit avoir ouvert une information judiciaire contre ces personnes pour atteinte à l'ordre constitutionnel, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu et complicité. Placés sous mandat de dépôt après leur inculpation conformément au réquisitoire introductif du procureur de la République, les conspirateurs restent en détention et la procédure judiciaire suit son cours. Le gouvernement, plus que jamais déterminé à faire la lumière sur cette affaire afin de situer les responsabilités. Le général Mahamat Idriss Déby Itno vient donc d'essuyer une tentative de coup d'État sur son pouvoir au Tchad. Et dans cette actualité, on s'interroge, est-ce une preuve que l'armée tchadienne vacille? Les réponses sont contenues dans cet élément signé Assam Zili. Analyse. À l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby Itno, il est propulsé à la tête du pays sans aucune expérience politique. Le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans révolu, est désigné président du Conseil militaire de transition. Cet organe, composé de hauts gradés de l'armée tchadienne, se donne pour mission de diriger le pays durant 18 mois, le temps de proposer des élections libres et démocratiques. Le successeur du président est appelé, quant à lui, à ne pas faire figure de candidat lors de cette présidentielle. Près d'un an et demi après la mort de Déby père, la situation semble de plus en plus difficile pour le nouvel homme fort de N'Djamena, désormais habilité à briguer à la magistrature suprême après un prolongement de 24 mois supplémentaires à la tête de la transition. Et pour cause, le jeune général de corps d'armée doit faire face à des divisions familiales nourries par des intérêts divers et différentes fractures au sein de la puissante armée tchadienne. Le récent communiqué du gouvernement qui fait état d'une tentative de déstabilisation déjouée avec en tête de proue le défenseur des droits humains Baradine Berdei Targuio stipule que ce dernier avait pour complice 11 officiers. Il est à noter que cette offensive n'est pas la première car cette note du gouvernement tchadien
intervient un mois après celui de l'état-major général des armées qui faisait état d'opérations subversives contre le régime dans un contexte entre clans qui entoure le président de transition. À noter que la désignation du général Mahamat comme président du conseil militaire de transition n'avait pas fait l'unanimité au sein de l'armée tchadienne. L'ex-chef rebelle, le général vétéran Abderrahmane Diko, s'était offusqué contre le nouveau conseil militaire qu'il avait qualifié de regroupement de quelques amis, tout en appelant à une formation rapide d'une consultation large et inclusive avant que le pays ne sombre dans le chaos. Ces tensions de lutte de pouvoir alimentées par des hauts responsables militaires et certains membres de la famille Déby pourraient compromettre le régime de Mahamat Idriss Déby. Un règne différent de celui du père qui avait consolidé son pouvoir de manière stratégique durant une trentaine d'années en confiant des rôles importants au sein du gouvernement à des membres de sa famille et en s'entourant d'alliés issus de son ethnie, les Agawa. Merci à Sam Zili. On reparle dans cette édition d'information de l'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako le 10 juillet 2022. Malgré le mémorandum signé entre Abidjan et Bamako, voilà, eh bien, il faut rappeler que ces différents soldats ont écopé d'une lourde peine de 20 ans de réclusion criminelle. On parle également de leur sort comme étant une décision de justice légale. Dans cet élément signé Foot Dédi, plus de détails. Le 20 janvier prochain, jour de fête de l'armée malienne, pourrait servir de mobile pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. C'est ce qui se suppute dans les salons feutrés de la capitale malienne où ces militaires en question ont fini par être condamnés à 20 années de prison les 29 et 30 décembre dernier. Selon certaines sources proches des autorités ivoiriennes, Bamako pourrait décider de libérer les soldats dans les prochains jours. Pour l'heure, ce sont les tractations qui se poursuivent entre la médiation togolaise, le Mali et la Côte d'Ivoire avec le président togolais Faure Gnassingbé à pied d'œuvre. La CEDEAO n'étant pas dans la posture de nouvelles sanctions contre le Mali après l'expiration de son ultimatum du 31 décembre 2022, elle doit aussi avoir ses oreilles branchées sur le prochain discours du colonel Assimi Goïta. Celui-ci, pour montrer aux yeux du monde qu'il ne saurait se plier à une quelconque pression, pourrait juste avoir décidé de faire perdurer le suspense jusqu'à la prochaine occasion de grâce présidentielle. Un mémorandum a été signé entre la Côte d'Ivoire et le Mali le 22 décembre. L'accord a été trouvé à l'issue d'une visite à Bamako d'une délégation officielle ivoirienne qui s'est déroulée dans un esprit fraternel. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, frère du chef de l'État, soulignait alors que l'affaire était en voie de résolution. Au Sénégal, une manifestation de Yewwi Askan Wi portée par Ousmane Sonko était prévue ce jour. Celle-ci a vu l'interdiction drastique du gouvernement de Macky Sall. La manifestation portait sur des dénonciations sur la manipulation et la gestion des fonds Covid-19 ainsi que des détournements de deniers publics. Les détails sont contenus dans cet élément signé Cotion. Prévu ce 6 janvier 2023 à Dakar, les manifestations de la principale coalition de l'opposition au Sénégal, le Yewwi Askan Wi, n'ont finalement pas eu lieu en raison d'une interdiction des autorités. La requête de manifestation pour contester la manière dont le gouvernement gère les deniers publics et dénoncer le recul démocratique et l'impunité des hommes du pouvoir n'a obtenu suite favorable des autorités de la capitale, dont le préfet de Dakar, Alioune Badara Sam, qui dans un arrêté a justifié le refus de manifester par le fait que le lieu retenu fait l'objet de travaux d'envergure, notamment pour préparer la fête de l'indépendance le 4 avril prochain. La présence continue d'engins et d'ouvriers rend désormais impossible la tenue de rassemblements à raison de risques d'accident, a-t-il ajouté. Une décision qui crée des émulsions au sein de l'opposition à Macky Sall, qui y voit une tentative d'enterrer l'affaire des irrégularités récemment constatées dans les dépenses réalisées en 2020 et 2021 à partir des fonds de riposte contre les effets du Covid-19.
Rendus publics, les rapports d'audit publiés mi-décembre font état d'un déficit de près de 1000 milliards de francs CFA. Selon le gouvernement, les défaillances relatées portent sur moins d'1% du montant total. Mais le gouvernement a également affirmé vouloir suivre les recommandations de la Cour des comptes qui a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre les responsables de certains ministères. On parle politique au Bénin. À présent, c'est la fin de la campagne électorale pour les élections législatives au Bénin. Et à cet effet, la campagne électorale est ouverte pour les élections législatives du 8 janvier 2023 à partir de ce vendredi. Et ce pour une durée de 15 jours pour être élus. Ils utiliseront ainsi pendant 2 semaines tous les moyens légaux de propagande pour convaincre les Béninois de voter pour leurs différents candidats. Je rappelle que 109 sièges seront brigués par les 7 partis qui ont été en lice. Bala pour les détails. Au Bénin, le vendredi 6 janvier 2023 marque bien la fin des campagnes pour les élections législatives prévues le dimanche 8 janvier 2023. Au total, cette formation politique, dont 3 de l'opposition, vont briguer les 109 sièges de l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. Cette année, ils sont plus de 6,7 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes. 4 ans après une réforme controversée du système électoral qui avait provoqué des manifestations dans tout le pays pendant plusieurs mois, l'opposition béninoise est désormais autorisée à prendre part aux élections législatives. Lors des précédentes élections législatives en 2019, seuls 2 partis proches du pouvoir avaient pu présenter des candidats, une première depuis l'avènement de la démocratie en 1991. Dans un message adressé au Parlement début décembre, le président béninois, Patrice Talon, disait espérer que le nombre de femmes élues aux prochaines législatives soit supérieur au quota fixé par la loi. Le mot d'ordre semble être l'inclusivité, puisque 24 sièges sont réservés aux femmes. Lors de la dernière mandature, elle n'était que 6 femmes à siéger à l'Assemblée nationale au Bénin. Élu en 2016, réélu en 2021, le président Talon a engagé des réformes politiques et économiques, tous azimuts, en vue d'engager son pays dans la voie du développement. En Guinée-Conakry, le pays dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya entend restaurer la propriété nationale. Le processus lancé a débuté par des déguerpissements et des destructions de locaux. Le pays se prépare d'ailleurs à rebâtir sur les lieux jadis occupés par les bâtiments coloniaux. Les détails avec vous, Foudédi. La Guinée s'est lancée dans un vaste projet de récupération des biens de l'État. Les expulsions se sont donc poursuivies le mardi 3 janvier 2023 dans le quartier de Kamayenne, situé dans la commune de Dixine, à Conakry, la capitale. Plusieurs maisons ont été réduites en cendres, selon les médias nationaux. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la restauration de la propriété nationale, initiée par le Conseil du Rassemblement national et de développement. Le pays se prépare maintenant à reconstruire donc la zone occupée par les bâtiments gouvernementaux coloniaux. Pour la première opération, cette démarche est de déguerpir les occupants puis traiter les dossiers. L'exigence selon laquelle la procédure doit être aveugle signifie pour certains Guinéens que personne ne doit être épargné, car les anciens premiers ministres tels que Cellou Dalein Diallo ou encore Sidya Touré étaient eux aussi régulièrement cités par le pouvoir précédent pour avoir récupéré des domaines de l'État pour en faire des propriétés privées. Ce qui fait dire à plus d'un que la loi doit rester impersonnelle. Ceci dit, tous ceux qui ont profité de leur position dans l'administration pour acquérir des biens de l'État, que cela soit par le bail ou pas, doivent les rendre. Tout doit revenir à l'État. Et on parle économie à présent dans cette édition d'information, mais surtout d'exportation de poissons d'origine camerounaise. Bruxelles brandit la menace d'interdire sur le marché européen des produits de la mer le Cameroun suite au laxisme des autorités de Yaoundé dans la lutte contre la pêche illicite. Les détails dans cet élément signé Assam Zili.
Le poisson camerounais pourrait se voir interdit de commercialisation dans les marchés européens. La menace a été brandie par la Commission européenne qui ambitionne de demander au Conseil de l'Union européenne, à savoir les ministres des États membres, de placer le pays dirigé par Paul Biya sur une liste noire d'États sanctionnés. En effet, il est reproché aux autorités camerounaises de ne pas durcir le ton contre la pêche illicite. Dit Genesius Zinker-Vicius, le commissaire européen à la pêche soutient que le Cameroun a continué à enregistrer des navires de pêche opérant en dehors de ses eaux sans que les activités ne fassent l'objet d'un quelconque suivi. Soucieux du respect de la pratique de tolérance zéro à l'égard de la pêche, la Commission, selon lui, a donc agi avec fermeté en adressant un carton rouge au Cameroun. En février 2021, ce pays d'Afrique centrale avait déjà été classé comme non coopérant par l'exécutif européen qui reprochait à Yaoundé une absence de contrôle adéquat de la flotte de la pêche nationale. À noter que cette interdiction de poissons issus des eaux camerounaises n'aura pas d'impact majeur pour le Cameroun qui n'exporte pas vers l'Europe pour des raisons de non-respect des règles sanitaires. Et on reste avec vous à Samzili, cette fois-ci, escale en Afrique et au Sénégal. Il sera bientôt possible pour les tirailleurs sénégalais de toucher le minimum vieillesse dans leur pays d'origine. Le courrier signé du ministre français des Solidarités et du ministre français des Solidarités va permettre à ces anciens militaires enrôlés par l'armée française de finir leur vie dans leur pays d'origine. C'est le résultat d'une longue bataille administrative, nous dites-vous. Les derniers tirailleurs sénégalais pourront rentrer dans leur pays d'origine et toucher le minimum vieillesse. L'annonce a été faite le 4 janvier 2023 par le ministère français des Solidarités auprès de l'agence France Presse. Le minimum vieillesse, c'est une aide en faveur des personnes âgées qui n'ont pas cotisé à la retraite afin de leur garantir un minimum de ressources. Elle est soumise à des conditions dont celle de vivre en France la moitié de l'année. Les caisses d'allocation familiale et le secrétariat d'État aux anciens combattants ont recensé 22 tirailleurs sénégalais touchant le minimum vieillesse, a fait savoir le ministère des Solidarités qui évoque une dérogation accordée dans des conditions exceptionnelles et définies. En effet, un nombre de personnes ont évoqué le désir de retourner dans leur pays d'origine pour finir leur jour auprès de leur famille. Un courrier signé par Jean-Christophe Combes, le ministre français des Solidarités, va les autoriser à conserver leur minimum vieillesse en vivant hors de la France. Cette annonce coïncide avec la sortie dans les salles mercredi du film Tirailleurs de l'acteur d'origine sénégalaise Omar Sy, une fiction qui relate les destins broyés des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Le corps militaire des tirailleurs sénégalais existe depuis 1857. Il est constitué de soldats issus des colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest, ayant combattu sous le drapeau français durant les 2 guerres mondiales, ainsi que celle de décolonisation en Algérie et en Indochine. Au-delà des frontières africaines, nous sommes en Espagne. Un démantèlement d'un réseau d'exploitation de migrants marocains a été acté et dans ce cadre, 43 personnes ont été arrêtées. Elles sont suspectées et soupçonnées d'appartenir à ce réseau d'exploitants de travailleurs immigrés, majoritairement marocains, auxquels ils vendaient à prix d'or de faux contrats de travail. Bala. Ces arrestations ont eu lieu dans la province de Magala, en Andalousie. Au moins 7 entreprises agricoles étaient dans la combine pour faire travailler illégalement ces migrants qui logeaient dans des conditions inhumaines dans des maisons appartenant à l'organisation. Les trafiquants vendaient jusqu'à 3 000 € de faux contrats de travail qui devaient permettre aux migrants de régulariser leur situation. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée